Parfait, 10h05, je me lance. Donc une nouvelle fois, bienvenue à ce webinaire de restitution du projet Cible. On va tout vous réexpliquer sur ce qui s'est passé pendant ces 2 années du projet Cible qui arrive vraiment à sa fin là au mois de novembre. Au niveau de l'équipe projet, on est tous rassemblés là pour ce webinaire. Vous avez le CSTB, l'Alliance HQGBC et le collectif Effinergie qui sont autour de la table accompagnés de l'ADEME pour vous faire ce webinaire de restitution. Donc, comme je le disais au premier arrivé, on va être plusieurs à vous présenter les éléments aujourd'hui pour revenir sur ces 2 années. Donc, on va revenir sur le contexte du projet, la méthodologie qu'on a mis en place, pour ensuite aller vers 2 sujets qui ont été vraiment structurants pour le projet. C'est la mise en place du cahier des charges avec le rappel des besoins qu'on avait dans le projet et la concrétisation d'un cahier des prescriptions pour mettre en place ces besoins. Et puis un petit peu de perspective aussi, une notion de perspective pour la suite à donner à tous ces travaux. On revient déjà du coup sur le contexte du projet cible et sa méthodologie. L'idée initialement, c'est de définir l'écosystème, on l'appelait comme ça, l'écosystème du futur moteur national d'éco-conception de référence afin d'accompagner tous les acteurs du bâtiment. Et on a eu cet horizon des 15 années qui vont suivre la mise en service. Donc vraiment une durée longue, une idée d'un moteur futur, avoir l'ambition de voir ce que l'on veut finalement pour ce moteur d'éco-conception. Le projet a duré 2 ans, comme je vous le disais, donc on arrive à la fin, là, en ce mois de novembre 2024. Et l'idée dans les livrables pour les principaux, c'était d'avoir le cahier des charges et ensuite surtout le cahier des prescriptions pour identifier plus clairement ce qu'on veut avoir dans le moteur de demain. La synthèse des concertations et des différents ateliers, on va y revenir, hein, mais on a fait un certain nombre de méthodologies de co-construction finalement pour ce projet-là. Et puis le code de la preuve de concept, autrement appelé proof of concept, de l'architecture modulaire de ce moteur. Alors, sur le projet, l'approche a été la suivante. L'idée, c'était vraiment cette co-construction des objectifs et la concertation pour établir un cahier des charges et identifier vraiment les besoins que l'on a. Donc, il y a eu aussi des notions d'arbitrage, de priorisation sur ces besoins-là pour identifier, hiérarchiser ce qu'il y a d'important de ce qui va être un peu plus optionnel, on va dire. Donc, on est vraiment dans une démarche très collaborative et on va voir qu'on est passé par des entretiens, par des ateliers, par un certain nombre d'échanges avec vous et avec tous les acteurs en fait, de la filière pour imaginer ce moteur. Ça nous a permis de structurer un cahier des prescriptions, donc vraiment l'architecture du moteur, le plan pour réussir à construire ce moteur qui réponde aux besoins identifiés. Dans ce cadre-là, il y a des interfaces, des données, des usages qui ont été mis en place, imaginés. Ces ambitions d'innovation aussi pour aider à la saisie pour des projets multi-usages, multi-contextes. Imaginer toutes les possibilités que l'on va devoir prendre en compte dans le projet en question, dans le moteur en question. Et puis, il y a cette notion de preuve de concept, la proof of concept, qui est en fait cette idée d'avoir une architecture modulaire qui soit en open source, parce qu'on l'a aussi imaginé comme ça. Donc, il y avait toutes des notions économiques, de gouvernance, qui sont venues aussi se raccrocher à ce projet-là et qu'on a dû également étudier pour être sûr que ce soit compatible, in fine, avec les ambitions du projet. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc, 2 années pour traiter le sujet-là. On a eu toute une phase, je vous l'ai dit, très collaborative. Donc, on a fait une réunion de lancement. C'était début 2023. Sûrement qu'un certain nombre d'entre vous étaient là pour cette réunion de lancement. À la suite de ça, on a eu un certain nombre d'entretiens menés avec des acteurs. Donc, on a fait pas mal d'entretiens avec à chaque fois plusieurs acteurs, des typologies d'acteurs. On a identifié un panel large pour réussir à recenser les différents besoins et les volontés pour ce moteur de demain, ce qu'on imaginait finalement de ce moteur-là. À la suite de ces entretiens, il y a eu aussi un questionnaire en ligne qui nous a permis d'élargir en fait le champ des acteurs interrogés pour être vraiment euh, dans une force de contribution pour déjà le cahier des charges, l'établissement du cahier des charges.
Quand on est arrivé à là, on a aussi, une fois qu'on a mis en place ça, on avait déjà une première partie du cahier des charges et puis on s'est rendu compte qu'il y avait certains sujets tout de même à peaufiner, à creuser. Donc on a mis en place des ateliers. Il y a eu 4 ateliers dont on va vous reparler après, qui ont été mis en place pour vraiment creuser ces 4 sujets identifiés dans la mise en place du cahier des charges. Tous ces éléments nous ont permis d'arriver au cahier des prescriptions intermédiaires dans un premier temps, pour réussir à identifier quelles allait être finalement l'architecture du moteur de demain en fonction des besoins qu'on avait identifiés dans le cahier des charges. On a fait également un rapport de concertation intermédiaire. Donc là, ça vous liste aussi ce schéma, les différents livrables qu'il y a eu dans le cadre de ce projet-là. Et puis, on a réussi à concrétiser une synthèse de la concertation et un cahier des prescriptions finales qui nous amène aujourd'hui à cette réunion de restitution. Donc, il y a une partie qui sera dédiée plus au cahier des prescriptions. Ensuite, dans la présentation. Dans le cadre du recueil des besoins, comme je vous le disais, on a fait un certain nombre d'entretiens. Il y en a eu 20 en tout des entretiens. Environ 2 heures d'entretien à chaque fois. Dans ces 20 entretiens, il pouvait y avoir plusieurs personnes interrogées. Donc, on a eu plus de 60 personnes interrogées avec des profils différents. On a recensé 15 typologies d'acteurs différents, industriels, bureaux d'études, architectes, chercheurs, pouvoirs publics, bailleurs. Vous les avez un peu tous listés là. C'est une liste non exhaustive. On a essayé vraiment de toucher le plus de typologies d'acteurs de la construction, de la réhabilitation pour imaginer ce moteur. En complément, donc à la suite de ces entretiens, il y a eu cette ouverture un peu plus grand public avec cette enquête en ligne. Donc c'était un questionnaire qu'on a mis en ligne qui nous a permis d'avoir encore plus de réponses finalement et de toucher plus de personnes, puisque plus du double de personnes finalement a été touchées par rapport aux entretiens. On a eu 138 réponses à cette enquête en ligne, à ce questionnaire en ligne ce qui nous a permis de mettre en place cette première partie du cahier des charges. Donc ça nous a permis vraiment un traitement qu'on va dire en quantité et en qualité au niveau des réponses pour établir le cahier des charges des besoins avec un livrable qui a été rendu public au début de cette année. On peut passer, merci. Rappel peut-être des besoins qu'on a identifiés du coup grâce à ces entretiens, à cette concertation plus largement pour le cahier des charges. Alors, on a vu qu'il y avait des sujets vraiment importants qui constituent ce qu'on a appelé le produit minimum viable. Il y a l'idée d'avoir une convergence sur le moteur entre neuf et existant. Donc vraiment de pouvoir traiter ces 2 sujets, considérant que la physique du bâtiment était ce qu'elle était, que le bâtiment soit neuf ou existant. Mais aussi, pas seulement cette idée de convergence entre neuf existants, mais aussi l'idée d'être multi-indicateur, puisqu'on a déjà dans le réglementaire le volet énergie, le volet ACV et d'autres notions qui semblent importantes, telles que le confort d'été. Ça, c'est ces 3 notions qui, à minima, doivent apparaître dans le futur moteur. Une notion aussi d'être sur plusieurs usages, là où on a peut-être l'habitude d'avoir des outils qui sont sur le réglementaire ou bien sur la conception. Ah, attention au micro, Rachel. Merci. D'avoir la possibilité, via un moteur, de faire plusieurs usages de celui-ci, d'aller sur de la conception, du réglementaire, pourquoi pas également de la recherche et développement. Et puis, le sujet d'avoir quelque chose d'ouvert, de transparent, qu'on puisse partager, qu'on puisse faire évoluer aussi de fait avec les différents acteurs. Donc, cette idée d'open source, de contribution ouverte pour le moteur. Donc, ça, c'est vraiment ce qui constitue la base finalement. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres sujets qui n'étaient pas forcément prioritaires, mais dont il faudrait anticiper quand même l'intégration parce que certains semblent importants. Il y a des notions plutôt thématiques, d'autres plutôt de fonctionnalité. Il y en a qui sont directement induits par ce produit minimum viable qui vient de vous être présenté. C'est des sujets d'autoconsommation, d'éclairage qui sont liés à l'énergie, ou bien des sujets d'humidité qui vont être liés au confort d'été. Et puis, on a cette notion en termes de fonctionnalité aussi de rapidité du calcul qui semble également importante en fonction de ce qu'on veut comme calcul. On a des choses qui sont souhaitées, mais pas obligatoires,
mais imaginez finalement pour une suite à ce produit minimum viable sur des thématiques telles que la qualité d'air intérieur, l'économie circulaire, l'eau, le coût global. Ça, ce sont quatre thématiques qui qui sont sorties finalement de cette concertation et donc il semble important d'imaginer déjà comme pouvant intégrer dans peu de temps le produit minimum viable. Dans les fonctionnalités, il y a des notions de facilité de saisie, de contrôle, de la cohérence, des calculs, de niveaux de saisie différents suivant les phases du projet et donc de calculs plus ou moins rapides suivant les phases, d'aide à la décision et puis de suivi de la performance réelle. Et enfin, il y a des notions telles que la compatibilité avec les normes européennes, la biodiversité ou l'artificialisation, qui restent peut-être à discuter, mais en tout cas qui ont d'ores et déjà été identifiées. Et également, un sujet d'importance qui a été la gouvernance et le modèle économique, dont on va vous parler. Je laisse Rachel pour ce sujet-là. Du coup, ton micro a été coupé, Rachel. Pardon. Alors, donc, concernant l'articulation modulaire du moteur, la grande majorité des répondants à l'enquête a validé la proposition de validation par les pouvoirs publics pour les modules réglementaires, la validation par un comité scientifique pour les modules avec validation scientifique et pour les modules libres, pas de validation. Concernant les organes de gouvernance, la grande majorité des répondants à l'enquête a validé la mise en place d'un comité technique pour vérifier la qualité du code et apporter l'analyse métier, un comité stratégique pour valider les grandes orientations, à la fois techniques proposées par le comité technique et économique de Colibri, et également la nomination d'un administrateur pour l'animation de la communauté et assurer le secrétariat du projet. Lors de cette enquête, les répondants ont également exprimé à la fois des questionnements sur les modalités de validation des évolutions, des modifications et l'ajout de nouveaux modules, la nécessité d'une lisibilité sur les évolutions apportées, ainsi que quelques préoccupations quant à la régularité des révisions, préconisant que celles-ci ne soient pas constantes. Et pour ces raisons, les répondants ont souligné l'importance d'une gouvernance représentative des acteurs de la filière du bâtiment, de l'immobilier, voire de l'aménagement, qui soit ouverte et transparente pour la validation des différentes versions et des différents modules, et bien sûr associée à l'État pour le volet réglementaire. Face au modèle économique et aux réponses aux enquêtes. Les répondants ont réagi favorablement à la proposition d'un financement public pour le module réglementaire. Le financement des modules non réglementaires pourrait quant à lui être assuré par des licences, plutôt sur les utilisations commerciales et éventuellement la contribution des industriels lorsque des modules concernant leurs produits spécifiques. Un autre point a été soulevé, c'est l'importance de trouver d'autres financements pour lancer les premiers développements avec des pistes évoquées du côté, par exemple, des programmes C2E ou des programmes européens. Et s'agissant d'un enjeu public, certains répondants ont néanmoins exprimé le souhait que le financement soit largement public pour la validation des modules et l'animation des communautés autour du moteur, même en ce qui concerne la partie conception. Voilà pour le modèle économique. Alors, comme on disait tout à l'heure, suite aux différents entretiens, aux questionnaires en ligne, il y a quatre thématiques qui sont ressorties comme devant être un petit peu creusées, étoffées, voire un peu mieux clarifiées, on va dire, par rapport à leur positionnement dans le cadre de ce projet-là et ce qu'on allait faire finalement de ces sujets pour le moteur de demain. Euh, L'idée, c'était vraiment d'approfondir les sujets avec les acteurs pour établir le cahier des charges final et ensuite aller vers le cahier des prescriptions. Les quatre thématiques identifiées étaient l'adéquation avec les directives et normes européennes ou internationales. On va détailler chacune des thématiques. La deuxième était les consommations
le fonctionnement réel du bâtiment pour mieux calculer, évaluer l'incertitude, faire le lien avec, entre le calcul, le relevé en exploitation, la mesure de prise en compte de la performance réelle du bâtiment. Donc ce lien vraiment avec, entre le calcul, le réel et l'interface entre les deux. Le modèle économique et la gouvernance dont on vient de parler, et qu'il était nécessaire de creuser un peu plus avec les acteurs, les modalités de prise en compte du volet économique, pardon, avec des indicateurs, des données, pour voir un petit peu ce qu'on en faisait dans le calcul. Alors, le premier atelier qu'on vous détaille, c'est celui sur l'adéquation avec les directives et normes européennes, parce que c'est vrai qu'on a dit tout à l'heure, et ça a réagi dans le fil de conversation, que ce n'était pas dans les sujets, vraiment les sujets identifiés en priorité. Il n'empêche qu'effectivement, l'ambition, là, était de préciser les besoins qui étaient associés avec l'adéquation entre le moteur et puis les directives et normes européennes ou internationales, pour savoir ce qu'on allait faire par rapport au calcul d'éco-conception. Et il est clair que de l'atelier, il en découle la nécessité de pouvoir être en conformité avec les textes européens. Il y a quand même quelques points d'attention à prendre en compte. Déjà, le fait que tous les textes ne sont pas d'application obligatoire, donc il va falloir voir comment on les prend en compte et dans quel module finalement on les prend ou non en compte. Il y a des applications nationales de la réglementation qui doivent de toute façon rester accessibles dans le moteur. Les normes n'étaient peut-être pas identifiées sur toutes les thématiques, en tout cas du périmètre du moteur, c'est-à-dire qu'on avait quand même déjà un inventaire d'un certain nombre de normes identifiées sur les thématiques liées au moteur, mais peut-être pas suffisamment exhaustif. Et cet inventaire exhaustif, il est nécessaire pour être sûr de cadrer ce sujet-là de façon convenable. Et puis, il est indispensable de pouvoir suivre aussi l'évolution de ces normes sur les différentes thématiques ou les modifications de normes existantes ou des nouvelles normes qui apparaîtraient pour rester cohérent dans cette identification et sur les thématiques qui sont dans le périmètre du moteur. Donc, ce sujet est clairement identifié. On est d'accord sur le fait que l'outil doit être en adéquation avec l'échelon européen, avec le respect des directives, des règlements de l'Europe. Et il y a le sujet de la compatibilité au maximum, on va dire, avec les normes de calcul non obligatoires. Le deuxième atelier, pardon, c'était sur vraiment ce lien entre les calculs et la réalité des consommations. Donc l'idée, c'était de savoir s'il y avait des besoins et de les préciser en tout cas ces besoins sur l'association de la performance réelle du bâtiment dans le moteur d'éco-conception, de voir un petit peu comment on pouvait traiter ce sujet-là, parce il y a des sujets de mesure de consommation, de mesure de la performance réelle qui apparaissent. Et dans cet atelier, il est aussi ressorti qu'il était nécessaire de pouvoir intégrer en tout cas des fonctionnalités qui permettent d'associer de la garantie de performance énergétique et de, par exemple, saisir des occupations réelles, donc de recaler les scénarios d'occupation, d'avoir peut-être aussi un recalage des données météo, donc de saisir la météo réelle et de visualiser l'incertitude sur le résultat possible plutôt que d'avoir seulement un résultat absolu, d'avoir aussi cette notion d'incertitude qui apparaisse. Et donc tout ça a été ajouté au cahier des prescriptions par le biais d'un cas d'usage de la garantie de performance énergétique. Donc ça a été également pris en compte dans le cahier des prescriptions. On a deux autres ateliers qui ont été menés que je laisse Rachel vous présenter. Oui, merci Angélique. Donc, un premier atelier, troisième atelier, pardon, sur le modèle économique et la gouvernance qui a eu lieu le 28 mars, dont l'objectif était principalement de préciser donc, ce modèle économique et cette gouvernance. Les échanges ont permis de confirmer la nécessité d'une plateforme ouverte et transparente qui permet l'inspection et l'amélioration des modules par la communauté. Et plusieurs autres points ont été discutés et restent ouverts à ce jour, notamment sur le modèle économique. Les modules pourraient être propriétaires ou non, mais leur code devra rester accessible. La question de l'open source pour les modules propriétaires reste non tranchée, mais le non-partage du code nous semblerait délétère pour les contributions.
et une part des ventes de ces modules pourrait être reversée à la communauté Colibri pour financer les développements de Colibri. L'équilibre entre ouverture, contribution volontaire et intérêt économique reste également un sujet de discussion. Et pour que ce projet puisse être à la fois ouvert et capable de soutenir un écosystème économique viable pour tous les acteurs impliqués, la possibilité de financement mixte, public et privé, et de contributions diversifiées a été également évoquée. Et ce modèle économique, comme on l'a dit précédemment, dépendra également beaucoup de qui va financer au début. Et donc, on ne peut pas encore dire aujourd'hui, évidemment, quelles licences commerciales seront privilégiées. Concernant la gouvernance, comme il avait été évoqué dans les étapes précédentes, il faudra s'assurer qu'une bonne représentativité de l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière au sein du comité stratégique et du comité scientifique pour les applications du moteur autres que réglementaires. Il a également, lors de cet atelier, été demandé que les organisations présentes dans la gouvernance de CAP 2030 puissent siéger au comité stratégique pour s'assurer des synergies avec le projet CAP 2030. Il faudra également veiller à ne pas avoir d'influence de structures privées sur le choix des modules réglementaires, même s'ils pourraient émettre un avis sur l'architecture. Et quant au processus de validation scientifique, il pourrait être défini de cette manière, c'est-à-dire les modules réglementaires seraient validés par les pouvoirs publics après avis d'experts. Les modules avec validation scientifique seraient validés par le comité technique et cette validation pourrait être payante, sauf si ces modules sont fléchés par le comité stratégique ou s'il s'agit de modules proposés par des associations. Et quant aux modules libres, il n'y aurait pas de validation. Dans tous les cas, les critères de sélection et les processus de validation devront être clairement définis. Et ensuite, le quatrième atelier qui a eu lieu le 2 avril et qui concernait les modalités de prise en compte du volet économique, à la fois avec les indicateurs et les données. L'objectif était l'intégration des indicateurs économiques dans le moteur de calcul pour améliorer les fonctionnalités en termes de coût global de celui-ci en fonction du cycle de vie du bâtiment. La question, elle s'est posée de savoir quel coût global prendre en compte. Est-ce qu'il s'agit du coût global élémentaire qui permet d'intégrer les éléments non financiers mais valorisables de façon plus directe comme la qualité de la construction ou la valeur patrimoniale, ou le coût global étendu qui lui prendra en compte les externalités, les coûts environnementaux. Finalement, dans le coût global étendu, il faudrait compter à la fois en impacts environnementaux et en impact économique, ce qui reviendrait à un double comptage, d'où la proposition de finalement retenir le coût global élémentaire en définissant bien qui réalise le calcul, qui en a besoin et quel est son périmètre. Il faut aussi prendre en compte l'évolutivité du bâtiment pendant le comptage environnemental, mais aussi après. Et dans ce cas, il faut prévoir de pouvoir changer la durée de vie du bâtiment et le changement de destination de celui-ci en cours de vie. Enfin, se pose la question des sources de données à mobiliser pour le calcul économique en coût global, qui prendrait en compte le coût réel des matériaux et des équipements, et le coût de mise en œuvre selon les différentes étapes du cycle de vie du bâtiment, et également définir l'unité de base en entrée dans le moteur. Il y a déjà des questions dans le chat auxquelles on va répondre. Le temps, si vous voulez en rajouter, après vous pourrez lever la main si vous voulez prendre la parole. Donc on va essayer de répondre aux questions qui ont été indiquées dans le chat. Donc qu'entendez-vous par module libre? En effet, on va vous le présenter juste après. On a esquissé le fait d'avoir un moteur modulaire, c'est organisé en zone de calcul, on y reviendra. Et donc en fait, c'est des bouts de code. Et il y aura des bouts de code qui seront utilisés pour le calcul réglementaire, donc c'est les modules réglementaires, et des bouts de code qui seront pas forcément utilisés pour le calcul réglementaire, mais qui pourraient être validés scientifiquement par une communauté pour dire qu'ils sont de qualité. Et les modules libres, c'est les modules que tout à chacun peut développer
et proposé sans qu'il y ait forcément une validation scientifique, un label, on va dire, par la communauté scientifique. Donc, c'est le module que chacun est libre de proposer dans l'écosystème Colibri. Ce qui permet de ne pas freiner l'innovation et de dire n'importe qui peut faire son système sans attendre une quelconque validation. Exactement. C'est l'intérêt. Par contre, il n'a pas le tampon pour être utilisé Voilà. largement en disant que c'est validé. Voilà, et si moi je l'utilise en tant qu'extérieur, je sais, c'est à mes risques et périls, entre guillemets, de la qualité ou de si le module est biaisé ou pas. Il y avait une remarque de Franck Overcast sur le fait qu'il était bizarre que la compatibilité aux normes européennes soit une question et non pas un prérequis. Alors, Angélique a un peu répondu dessus en présentant ce qu'on avait discuté lors de l'atelier. On y reviendra aussi un peu plus tard lorsqu'on présentera en quoi les choix techniques répondent au cahier des charges. Mais la réponse, c'est qu'il y a une certaine partie qui est obligatoire pour le réglementaire, qu'on va être en situation de respecter obligatoirement. Une partie qui est d'application non obligatoire, mais on va voir qu'on est aussi largement en capacité avec nos choix techniques de les respecter. Donc on y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. L'idée de ce qui avait été présenté par Angélique, c'était bien qu'on a dit que c'était à discuter, c'était qu'il y avait des débats sur les parties donc non réglementaires évidemment, vu que la plupart des normes de calcul sont facultatives, c'était de savoir est-ce qu'on les embrasse et on fait un moteur européen, ou est-ce qu'on garde une certaine liberté française de pouvoir choisir ses modèles. Et donc c'était ça le débat il y avait des pour. Alors je me souviens que Franck d'ailleurs est plutôt dans le pour pro-européen évidemment. Et il y avait aussi des contre, ou en tout cas une possibilité de perte un peu de souveraineté sur le choix des modèles. Il y a des normes qui sont très bien, il y a des normes qui sont objectivement moins bonnes que des modèles français. Et donc c'était ce débat qu'il fallait avoir lieu, et la conclusion a été qu'on allait quand même chercher au maximum à être compatible même sur les normes facultatives, non obligatoires, pour avoir un moteur qui potentiellement a un marché européen, et deux, aussi faciliter les retours quand même de notre compatibilité avec les normes européennes quand on s'adresse à l'Europe. Bah, si on utilise déjà les normes européennes, il n'y a pas besoin de dire que c'est presque pareil, que ça ressemble, etc. Donc on est parti là-dessus. Voilà. Ça rejoint une autre question qui arrivait plus tard, sur est-ce que c'est un moteur francophone ou international, donc en anglais? Il est en anglais, il sera codé en anglais et écrit en anglais, en tous les cas, pour pouvoir en effet être utilisé potentiellement ailleurs. Et puis même, c'est un peu la pratique de code qu'on a, même pour des moteurs parfois qui restent qu'en France, on a tendance à les développer en anglais quand même. Et s'il y avait d'autres questions? Oui. Il y avait une question alors sur la gouvernance, sur le fait qu'il y ait 6 personnes qui s'étaient exprimées contre la solution proposée dans le graphique lors de l'enquête en ligne, en fait, sur la proposition. Bon, il y avait une centaine de personnes pour. Alors là, comme ça, à chaud, je n'ai pas la réponse sur pourquoi c'était le cas. Donc on avait mis les éléments dans le cahier des charges qu'on vous a présenté en mars. On pourrait vous ressortir les informations. Là, sachant que du coup, ça a fait l'objet, après ce retour-là, de nouvelles discussions en fait lors de l'atelier. C'est ce qui vous a été présenté à l'instant lors de l'atelier qui portait sur la gouvernance. Et donc, on a aussi pu désamorcer un certain nombre de craintes en discutant lors de ces ateliers-là. Il y a d'autres questions peut-être à la fin? Alors oui, il y avait le sujet de comment on gère l'accès au moteur open source avec quelle licence et tout. Ça, on y reviendra plus tard aussi dans la présentation. C'est pas simple le fait de choisir le type de licence pour la diffuser, sachant qu'on a un jeu de contraintes qui est parfois un peu contradictoire entre le volet libre open source, la partie réglementaire, les diffusions commerciales et les diffusions open source de base. Donc on y reviendra un peu plus tard dans la présentation également. Alors, est-il prévu de pouvoir saisir des données qui auraient été mesurées directement in situ, comme par exemple le UBAT? Ça, on y reviendra aussi sur le modèle de données et autres, mais en fait, comme on prévoit des applications variées, en fait, on va de toute façon rendre possible la saisie de à peu près tout ce qu'il est possible de saisir dans le moteur. Et à vrai dire, s'il y a quelque chose qui même ne convient pas, tout le monde est libre aussi de faire dériver un module
pour qu'il corresponde à son jeu de contraintes. En l'occurrence, le U. Ouais, on va y revenir dans les prescriptions pour que vous compreniez plus ce qu'il y a derrière, mais ça peut enchaîner sur la question de Franck qui a été reposée. Un module réglementaire, on espère, seront validés scientifiquement, mais les modules validés scientifiquement, ce sont des modules validés scientifiquement non réglementaires. Juste pour dire, c'est certes pas un module réglementaire, mais la communauté se met d'accord pour dire que c'est un module de qualité. Voilà. Il y avait des mains levées de Bruno Slama. Je pense qu'il peut prendre la parole. Le micro est coupé, Bruno. Ouais. On a la caméra, mais toujours pas le micro, Bruno. Bruno, Ouais. votre micro est coupé. À côté. C'est bon. Oui, bonjour. Personnellement, je me préoccupe sur les dernières années, vraiment du modèle de données sur lequel on peut travailler. Et je me suis efforcé au cours des dernières années, oui, de faire un modèle de données dans lequel on peut faire à la fois du calcul réglementaire et du calcul de simulation, du calcul de dépair, du calcul d'apport. La grosse difficulté étant, il y a deux difficultés. Quand on veut faire du DPE, c'est très compliqué. Et quand on veut faire de l'environnemental, c'est aussi compliqué parce que le domaine sur lequel on travaille en thermique n'est pas le même que celui sur lequel on travaille en environnemental. Au cours des dernières années, ça a été, sur les différentes réglementations, une difficulté constante. Le modèle qu'a fait le CSTB pour la RT 2005 n'est pas le même que celui qui a été fait pour la RT 2012, pas tout à fait le même que celui de la RE 2020. Voilà. Et donc, ça faisait des logiciels non compatibles. Par exemple, beaucoup de difficultés pour faire un calcul de simulation énergétique lorsque le bâtiment était saisi en RT 2005 ou en RTX encore. Donc, voilà, la difficulté. Là, on a une difficulté majeure. Le MOBIM n'a pas encore été beaucoup prononcé, mais en fait, ce qu'il s'agit, c'est d'arriver à faire le BIM thermique environnemental. Et je pense que c'est... Enfin, moi, je pensais que le projet cible allait vraiment se concentrer sur cette difficile question pour faire les premiers pas. Si on n'arrive pas à avoir un modèle dans lequel on peut faire à la fois un calcul d'apport, un calcul réglementaire, un calcul environnemental, on s'en sortira en faisant des transferts de modèles avec perte de données. Voilà, donc je voulais savoir quel était votre point d'avancement dans cette question. Alors, je propose d'y répondre juste après, parce que la présentation d'après, on va un peu parler aussi du modèle de données, on va parler du moteur et donc du modèle de données associé. Et je reviendrai à cette occasion-là sur les remarques de Bruno. Ouais. En fait, ce qu'on vous a représenté là, donc c'est un rappel du cahier des charges, c'est-à-dire les besoins exprimés. Maintenant, on va passer à la partie comment on propose d'y répondre et on va traiter ce sujet-là. Il y a une toute dernière question avant de lui passer. Donc c'est Franco Borca qui réagit à la réponse sur les modules. Donc le module réglementaire ne fait pas l'objet d'une validation scientifique. En fait, bon, c'est la conclusion sur la partie réglementaire, c'était que de toute façon, cette partie-là reste à la main de la DHUP. Donc, dans tous les cas, cette partie-là va être traitée, enfin les décisions sont prises par la DHUP et c'est pas un sujet de discussion à avoir entre ni scientifiques, partenaires, ni partenaires, ni autres personnes. Par contre, pour tout le reste qui est libre, il peut y avoir des modules entièrement libres ou des modules qui vont faire l'objet d'une validation scientifique. On y reviendra également un peu après. Est-ce qu'on passe à la partie suivante? Il y a un peu de timing. Alors justement, on va essayer de passer maintenant aux prescriptions. Donc, au cahier des charges des prescriptions, donc c'est à l'issue des cahiers des charges des besoins que vous avez vu qui est très ambitieux, multi-usage, neuf existants, pouvoir faire plein de choses, pouvoir intégrer de la mesure, voilà. Il fallait réfléchir à une architecture et des choix techniques pour répondre à ce cahier des charges, pour créer un écosystème capable de répondre au mieux à ce cahier des charges. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter rapidement dans cette
dans cette présentation. On va revenir d'abord sur donc, les grands concepts d'architecture retenus pour essayer de répondre à ça, et ça répondra à toutes les questions sur les modules. On parlera du modèle de données qui a été choisi justement après différents échanges. On parlera du langage de programmation, de la proof of concept qu'on a réalisé en parallèle pour tester que ce qui se faisait bien sur le papier conceptuellement fonctionnait. Et ensuite, on reviendra sur concrètement comment ça s'applique à Colibri, comment cet écosystème s'appliquerait à Colibri, le moteur, la première version du moteur qu'on pourrait imaginer. Et on reviendra sur comment répondre justement au niveau de licence, de gouvernance et diffusion du code par rapport à ce qui a été esquissé par le cahier des charges qu'on vous a présenté aussi lors des ateliers. Donc, pour rappel, ce qu'a dit Angélique, la première partie de CIP, c'était en 2 ans. La première année était très centrée sur la concertation, la récolte des besoins. Et donc, c'est évidemment surtout la deuxième année qu'on a travaillé sur ce sujet-là. La méthodologie, ça a été que, en fonction des thématiques prioritaires qui avaient été listées dans le cahier des charges, on a regroupé pas mal d'experts, alors beaucoup du CSTB, puisqu'on avait les moyens de travailler dessus, vu que le CSTB est partenaire. Donc des experts thématiques et logiciels du CSTB, mais on a aussi invité à diverses occasions à participer à ce groupe de réflexion technique des éditeurs de logiciels, notamment pour parler justement des modèles de données, du BIM, etc. EDF aussi a participé et Nobatech. Et l'objectif était donc de traduire le cahier des charges en prescription pour être prêt à avancer les réflexions sur le jour où on doit vraiment créer le moteur. Alors, voici le concept et l'architecture du moteur Colibri. Donc oui, on n'a peut-être pas précisé, mais le moteur s'appelle Colibri, le projet s'appelle Cible. Donc le moteur Colibri, son grand principe, c'est l'approche modulaire, d'avoir une architecture modulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le moteur, il va être décomposé en zones autonomes, de calcul autonomes, qui peuvent traiter des sujets différents. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir justement changer une partie d'un moteur sans avoir à tout casser ou à tout changer. Donc c'est vraiment d'essayer d'isoler des fonctionnalités, des calculs physiques du moteur pour pouvoir personnaliser le moteur selon les besoins spécifiques de chaque application et du contexte d'étude. Chaque application étant des applications fonctionnelles, mais aussi des applications réglementaires, pas réglementaires, et du contexte d'étude étant neuf, existant par exemple. Donc, on va zoomer un peu sur cette histoire de modules. Donc, les modules, donc je vais essayer de mettre un pointeur. Si je peux avoir un petit pointeur, option du pointeur, voilà. Donc, le module, c'est ce bloc-là. En gros, les modules, ils échangent entre eux via donc, des interfaces. C'est le socle bleu, l'interface de module. C'est elle qui définit, dans cette région du calcul, je prends ces données d'entrée et ma responsabilité, c'est de calculer ces données de sortie, à chaque pas de temps ou autre. Et donc, les modules, après, ils s'échangent, ils s'envoient évidemment les calculs qu'ils ont réalisés. Et c'est ça qui est fixé, c'est ils s'échangent des données dynamiques. C'est ce qui va changer à chaque pas de temps, par exemple, sur un calcul horaire. Donc, c'est des variables comme la température intérieure d'une pièce, le flux énergétique au travers d'une paroi, etc. Donc ça, c'est mon cadre. J'ai toutes mes zones et elles s'échangent des variables de simulation. On appelle ça des variables de simulation à chaque pas de temps. Dans mon cadre, ah oui, ça ne marche pas comme ça. Dans mon cadre, j'ai ce qu'on appelle le module en tant que tel, c'est-à-dire c'est là où je vais choisir l'algorithme associé pour réaliser ces calculs, pour passer du vert au rouge. Pour calculer ces variables de simulation, je choisis le module. Donc c'est avec quelle équation, quel algorithme que je définis ça. Et évidemment, selon l'algorithme choisi, ça va induire des paramètres utilisés par l'algorithme différents. Des paramètres, ce sont les valeurs constantes intrinsèques. C'est les valeurs qu'on va retrouver dans un jeu de données. Donc, par exemple, c'est la puissance nominale d'un générateur, le coefficient d'isolation d'un mur. Et donc, c'est forcément ça, c'est les données dont je vais avoir besoin. Si je veux faire tourner ce module-là, il faut que je renseigne dans mon jeu de données ces informations-là. Donc, tous ces paramètres seront remontés au jeu de données. Ah oui, ça ne marche pas avec le pointeur. Donc, pour reprendre un exemple, j'ai un module très simple. Donc son interface de module, c'est un truc qui, en entrée, prend la température intérieure et la température extérieure et calcule le flux à travers une paroi. Donc, on a une paroi qui est soumise à une température intérieure et une température extérieure, on veut calculer le flux. Ça, c'est mon interface. C'est mes variables de simulation. Ces 3 trucs sont des variables de simulation.
Ensuite, le module, la façon de faire ce calcul-là, je peux en inventer plein. Et par exemple, je peux en avoir 2 modules. On voit qu'il y en a un, il va prendre en paramètre un U global, donc un coefficient thermique global et une surface du mur. Et puis, il va calculer phi de cette façon-là. J'aurais pu imaginer un autre module qui fait les choses différemment, qui va demander la liste des couches, les listes des épaisseurs et la liste des lambda de chaque couche et ma surface, et calculer le phi de la même façon. Donc là, on a bien 2 modules interchangeables, parce qu'ils respectent tous les deux la même interface de module, donc ils peuvent tous les deux être plugués à cette interface de module, mais qui ont des méthodologies différentes et donc aussi des paramètres différents. Dans Colibri, l'idée, c'est de dire, on va fixer les interfaces, c'est-à-dire qu'on va définir les zones, on va fixer ce cadre, et par contre, à l'intérieur de chaque cadre, chacun pourra faire ce qu'il veut avec créer des collections de modules, comme on crée des applications sur un App Store. Et donc, finalement, ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle le schéma de calcul, parce que c'est ça qui est figé. C'est-à-dire que pourquoi on décide de figer ça? On peut très bien techniquement défiger, rajouter des nouvelles interfaces de modules ou changer des interfaces de modules parce qu'on veut changer le schéma, mais ça ne sera plus un schéma Colibri. L'intérêt de fixer un schéma Colibri, c'est que tout le monde sait quelles sont les interfaces avec lesquelles il joue, et donc ça permet de stimuler le développement de bibliothèques de modules interchangeables, puisque je sais que si je veux faire des modules qui touchent à l'interface de module 1, je sais quelle entrée, quelle sortie je dois fournir, après à l'intérieur je fais ce que je veux. Et donc si on prend un exemple schématique, imaginons les interfaces de modules 1, 2, 3 en rouge, c'est ce qui permet de calculer les besoins thermiques d'un bâtiment. L'interface 4, c'est ce qui permet de calculer du solaire photovoltaïque, 5, 6 de la CV et 7 de l'économie. Imaginons que Colibri, demain, c'est ça. Il y aura beaucoup plus d'interfaces que 7. Eh ben, donc c'est fixé. Par contre, je ne suis pas obligé, à chaque fois que je fais une application autour de Colibri, si je fais une application purement thermique, je m'en fiche de devoir renseigner un module 5-6 ACV ou j'ai juste besoin des 4 premiers modules, par exemple. Et donc, je peux très bien créer un schéma qui est compatible Colibri, qui est un sous-ensemble de ce schéma-là. Voilà. Par contre, si demain, je crée une application où j'ai vraiment eu des besoins spécifiques et j'utilise une interface de module qui n'existe pas dans Colibri, ce qu'on peut fabriquer avec cette architecture, mais ce n'est pas une application de Colibri. Bon, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que le concept de Colibri, c'est il y a des outils aujourd'hui comme Terra-N6 qui permettent de tout faire. C'est-à-dire qu'on peut à la fois... mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut tout faire. C'est-à-dire que chacun dans son coin va créer ses propres interfaces, va devoir refaire tous ces branchements entre ces systèmes, etc. L'idée, c'est que dans Colibri, tout est pré-câblé. Tout est clair, que ça c'est facile pour plein de gens de contribuer, et c'est dans les modules qu'on va pouvoir changer les équations pour pouvoir aller de modèles très simples pour un système, j'ai un rendement moyen, à un module de PAC super avancé avec 40 points de mesure, si c'est ça que je veux, quoi. Voilà. L'important, c'est qu'à la fin, elles sortent les mêmes données. Et en parlant de données, qu'est-ce que ça induit sur le choix du modèle de données Colibri? Le contexte, Colibri, on s'est dit, et Bruno en a très bien parlé, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des jeux de données historiquement qui disent je fais de la thermique, donc j'ai une façon de décrire le bâtiment qui est adapté à la thermique. Si je fais de l'acoustique, je vais peut-être pas avoir le même maillage, je vais peut-être pas avoir les mêmes contraintes, etc. Nous, on sait qu'on va être multithématique, donc il faut qu'on ait un jeu de données qui puisse s'adapter à différentes représentations. Et en plus, on n'est pas à l'abri d'avoir oublié des thématiques qui demain sont très importantes. Donc l'idée, c'est de créer un modèle de données qui est générique et flexible et qui est, je dirais, le plus agnostique possible, c'est-à-dire qu'il n'est pas orienté par un métier particulier. Il n'est pas orienté thermique, il n'est pas orienté acoustique, il n'est pas orienté ACV. Et donc pour faire ça, on arrive à la conclusion qu'en fait, la meilleure façon de décrire un bâtiment pour qu'il puisse fonctionner pour n'importe quoi, c'est d'être capable de le décrire tel que si vous le visitiez, d'avoir en gros toutes les informations possibles, et après vous allez voir ce que vous allez en faire dans votre calcul. Donc si je prends cet exemple-là, le concept de base, c'est qu'on a fixé dans le modèle de données une structure géométrique, topologique, qui elle est fixe et commun à tous les projets Colibri, qui en gros le concept étant qu'on part des boundaries, donc des frontières, le bleu là. Schématiquement, c'est des murs, c'est pas forcément toujours des murs physiques, on peut découper. Et donc les boundaries, elles ont 2 faces, et les faces donnent sur des spaces, donc encore une fois pour se schématiser des pièces.
Et attachés à ces boundaries, tous les autres objets du bâtiment qu'on peut trouver sont reliés aux boundaries. Donc, ça permet de faire quoi? Si on voit le dessin là, ça permet de dire que mon émetteur, qui est un boundary object, parce qu'il est lié à la boundary, mon petit radiateur vert là, eh ben, il est attaché à ma boundary sur la face 2. Et chaque boundary a deux faces, hein, comme j'ai dit. Et donc, il est attaché sur la face 2. Par ailleurs, mon mur donne sur la side 2 de mon mur donne sur le space living room 1. Donc, grâce à ça, je suis aussi capable, en remontant les relations, de savoir que mon émetteur est dans un space, dans mon living room 1, si je fais un calcul thermique, et savoir où je chauffe. Mais ça peut aller plus loin que ça, c'est qu'en fait, tout peut être placé, ma chaise là, de bureau, elle est rattachée à ma boundary floor et sur la face qui donne sur le living room 1. Et avec cette représentation toute simple on peut tout représenter, même des choses auxquelles on n'a pas pensé aujourd'hui. Et j'ai évidemment donc des jonctions qui me permettent de savoir aussi comment mes boundaries sont assemblées les unes avec les autres. Donc là, ça fait très BIM quand je vois ça. Et on dit, bon, bah, ça va être un peu chiant quand on ne veut pas s'embêter à faire du BIM, d'avoir cette nécessité de représenter les choses comme ça. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à la représentation 3D, c'est-à-dire que non seulement on dit mon émetteur est sur tel mur, mais je dis sur un repère relatif à mon mur X, Y, Z où il est exactement. Donc ça permet de faire du BIM, du vrai BIM. Ou on ne peut ne pas s'embêter pour faire des modèles comme on a aujourd'hui dans la réglementation ou des choses classiques, où on a juste les liens topologiques entre les objets. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit, je sais que mon émetteur, il est rattaché à ce mur-là, et donc ce mur-là donnant sur cette pièce-là, bon, je sais que mon émetteur est dans cette pièce-là. Voilà. Et donc ça, c'est la représentation de base. Donc on a tous nos objets, on peut créer une infinité d'objets, et en fait, tout ce qui va se passer, là, Bruno parlait de c'est dur de faire un modèle qui marche pour le réglementaire ou le non réglementaire, etc. En fait, le modèle, par définition, sa représentation géométrique, elle sera commune avec ce qu'on fait là. Par contre, ce qui va changer, c'est que, évidemment, selon les modules que vous avez choisis, donc selon la version du moteur que vous avez choisi, vous allez avoir des paramètres différents. Et donc, pour reprendre l'exemple du mur, là, dans les paramètres du mur, j'aurai soit le U, soit les couches, selon le module que j'ai choisi. Et donc, le modèle de données va hériter des paramètres qui sont dépendants de la configuration moteur que vous avez faite. Si jamais vous avez des modules réglementaires ou non réglementaires qui utilisent les mêmes paramètres, alors là, vous avez carrément le même jeu de données pour faire du réglementaire non réglementaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les mêmes paramètres et comme des équations un peu différentes. Mais sinon, ça va l'hériter. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez regarder dans le livre A, mais globalement, ensuite, on regroupe ces paramètres en archétypes, c'est une sorte de bibliothèque de modèles pour dire que bah, mon émetteur, il a les propriétés de tel type d'émetteur. Ça me permet juste d'un point de vue ergonomique, de faciliter la factorisation de paramètres au sein de nos objets, et même c'est ce que font typiquement les interfaces et les logiciels aussi, d'avoir ce genre de bibliothèque d'éléments. Et donc, avec cette représentation très générique et flexible qui est juste centrée sur on veut savoir où sont les choses, et ensuite les paramètres sont déduits des modèles qui les utilisent, je peux, entre guillemets, tout faire, et j'ai un modèle qui est vraiment adapté en phase avec notre approche modulaire. Donc, en résumé, ce qu'on appelle le backbone Colibri, ou l'architecture Colibri, c'est les éléments clés qui permettent de faire fonctionner, qu'on va retrouver dans tous les projets Colibri, et ensuite on a toutes les personnalisations. Globalement, comme on a dit au point de départ, j'ai mes architectures et mes liens mes interfaces et mes liens entre mes interfaces qui sont fixes. Je peux choisir des modules parmi une bibliothèque de modules qui sera développée. Ces modules vont induire des paramètres qui sont remontés par le Project Orchestrator au Project Data, qui lui est chargé de vérifier que le jeu de données qu'on lui donne à manger fournit bien les paramètres attendus pour que le moteur tourne. Le Project Data va également transformer ces éléments imaginons un JSON, là c'est un exemple, mais pas forcément, très rangés tels que je vous ai présenté en des objets informatiques qu'on appelle les Project Objects, c'est ceux qui vont être utilisés dans le code. Et donc, un Project Object, c'est par exemple, si je reprends mon mur, je vais récupérer, j'aurai à la fois accès à mes paramètres, mon U, mais aussi accès à mes variables de simulation, ma température intérieure à ce pas de temps-là. Le orchestrator, c'est lui qui va lancer toutes les interfaces de modules, enfin tous les modules, sans nécessairement un ordre. C'est très générique. Et en fonction de chaque module, il va dire qu'il a convergé sur ces données et il va pouvoir donc finir un pas de temps, collecter les résultats à la fin
à la fin du calcul pour les ranger par project object et nous permettre de savoir, voici des données, les températures de surface de ton mur, voici les températures intérieures de ta zone, etc., etc. Voilà, et ça, globalement, c'est schématiquement les grands objets qu'on retrouve dans le code. Alors, le langage de programmation. Quel langage de programmation a été choisi? Les deux enjeux qui ont permis de participer à cette réflexion, c'était donc de... alors, juste avant de revenir, j'ai oublié sur le modèle de données. Donc, on n'est pas reparti de modèles BIM existants, parce que ça, c'est suite aux discussions en fait, avec les éditeurs de logiciels, où en fait, dans tous les cas, chaque éditeur de logiciel le retraduit dans un langage, dans un format à lui qui est plus adapté, thermique, etc. Donc, on s'est dit, on a fait un nouveau modèle de données, mais qui est très compatible. Il y a beaucoup de concepts, et dans le livrable, il y a toute une partie là-dessus, qui fait que c'est très facile de passer d'un IFC ou un GBXML à ce format de données. Mais l'idée, c'était de pouvoir être le plus libre possible et au plus proche de notre modularité. Donc, le langage de programmation. Il fallait, vu que notre ambition, c'est d'avoir une communauté qui peut développer des modules comme des gens développeraient des applications sur l'App Store, et ben, il fallait, et que les modules, le fond métier, c'est quand même des ingénieurs et pas que des informaticiens, donc des chercheurs. Il fallait un langage que les ingénieurs, des thermiciens, des acousticiens, etc., puissent s'en emparer. Et donc là-dessus, Python était un langage très répandu et très adapté. Par contre, aussi, on voulait quand même garder des bonnes performances et temps de calcul, en tout cas pour des applications plus lourdes. Et Python, pour ça, n'est pas forcément le langage le plus rapide. Mais Python permet aussi de créer des versions qu'on appelle cytonisées, qui permettent de se rapprocher de langages plus profonds, comme le C, le C++, et donc d'avoir vraiment des versions très rapidement exécutables. Et si vraiment il y a des modules clés qui sont encore trop lents, on pourra créer même des versions directement en C++, par exemple. Ça peut être anticipé. L'important, c'est que le module existe en sa version Python pour que les gens puissent facilement le lire, le contribuer, le faire évoluer, et c'est juste qu'après, si besoin, on pourra cytoniser certaines de ces versions-là. Donc, on est parti sur le langage Python. Et avec ça, on a, en parallèle de tout ce que je vous ai présenté, en fait, c'était des allers-retours. On a profité pour coder l'architecture, on va dire la base, pour pouvoir tester sur un proof of concept que tout fonctionnait bien, qu'on n'oubliait pas, que ça marchait bien, pas que sur le papier. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est écrit là, mais globalement, il y a un premier proof of concept ultra simple, qui était vraiment histoire de créer, qui n'est même pas forcément très physique, mais qui était histoire de créer ces interactions entre modules et toutes ces fonctionnalités, qui est un schéma monozone très simple, il n'y a même pas de fenêtre, il n'y a que des murs, mais qui a permis donc de développer beaucoup des fonctionnalités de cette architecture. Ça sera fourni avec le livrable via un lien vers un GitHub, mais qui sera read-only, qui n'est pas le GitHub qui est destiné à devenir le vrai repo, le vrai endroit où on pourra contribuer à Colibri quand le projet est vraiment démarrable, c'est encore une fois sur un cas des prescriptions. Donc, mais il sera fourni, ça vous permettra de regarder, de jouer avec. Vous aurez une architecture qui est assez complète pour pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Et en parallèle, on a aussi testé sur le prototype, c'est-à-dire vraiment ce à quoi on aimerait qu'on ressemble Colibri, à partir du schéma Colibri, je vous ai présenté le schéma, de commencer à réfléchir avec des vrais modèles, des vraies choses. Ça nous a permis de voir aussi des fonctionnalités ajoutées. Et là, c'était un prototype avancé multizone et très avancé sur thermo-aérolique. Donc vraiment deux moteurs, pour ceux qui connaissent, c'est comme si on fusionnait des comètes plus avancées avec des Matisse, qui est un moteur aérolique, et rajouter des systèmes énergétiques. Donc voilà, c'est un peu centré là-dessus, sur faire de la thermo-aérolique énergétique pour commencer. Et ça permettait aussi que l'architecture et cette approche modulaire on pouvait la prendre en main par des ingénieurs métiers, et ça a permis de faire émerger quelques fonctionnalités à devoir ajouter, comme je le disais. Et justement, j'ai passé la main à Baptiste qui va vous présenter un petit peu le schéma qui pourrait servir de base à ce schéma Colibri dans le futur. Ouais, merci Emilien. Je prends la souris comme ça, j'aurai le pointeur. Donc effectivement, ce que vous avez sous les yeux, c'est donc concrètement quand on essaie d'appliquer les concepts d'interface de modules et de liens figés à des éléments physiques, ça donne un schéma un peu complexe. Alors là, en plus, c'est la version allégée. Vous aurez dans le livrable la version un peu plus détaillée. L'idée, c'est que dans ce schéma, donc on vient fixer les entrées-sorties.
pour permettre ensuite de brancher tous les modules que l'on souhaite sur les interfaces de modules, pourvu que l'on respecte la contrainte de respecter les entrées-sorties. Et donc, chaque bloc ici, on correspond à une interface de module, et je peux venir y brancher le module que je souhaite. Donc, on a travaillé à créer ce schéma-là avec des questions de à quel point on zoome ou pas sur les briques. On aurait pu être plus détaillé, on aurait pu aller plus dans le détail. Et donc, l'idée, c'est ici d'avoir travaillé un découpage qui donne des briques à la fois cohérentes et indépendantes, avec un niveau de granularité adapté. Ce que vous avez dans la partie haute ici, donc c'est plutôt ce qui relève de la dynamique, pas de temps par pas de temps, donc les calculs aéroliques, les calculs thermiques, et puis les systèmes énergétiques. Vous avez ici l'occupation des équipements, l'environnement extérieur. Donc tout ça, c'est ce qui va relever plutôt de la dynamique, de la physique du bâtiment qu'on a besoin de calculer pas de temps par pas de temps. Et puis vous avez un certain nombre d'autres sujets qui peuvent être traités en statique, donc on peut les traiter un peu à part puisque ils n'ont pas forcément besoin d'être en calcul dynamique. Éventuellement, ils vont récupérer des informations du calcul dynamique. Et donc, lors de la construction de ce schéma, quel type de questions on s'est posé pour en arriver à cette première version? C'est jusqu'à où on peut aller. Typiquement, sur les systèmes énergétiques, ici, on a un découpage en générateur, stockage, distribution et émission. On aurait pu dire, sur les générateurs, je peux encore zoomer, je peux découper ça pour le cas d'une chaudière en un brûleur, un contrôleur, une évacuation des fumées. Mais en fait, dans 95% des cas d'usage qu'on a remontés dans le cahier des charges, on ne va pas vraiment avoir besoin de ce niveau de zoom. Donc ce que l'on a fait, c'est de travailler à quel niveau de granularité était intéressant pour nos applications. De même, pour le modèle thermique, on aurait pu se dire, je vais à fond, je fais un calcul paroi par paroi. Mais en réalité, d'une part, ça va rendre le calcul beaucoup plus long. Et d'autre part, ça va correspondre à 5% des cas d'usage. Et dans le cas général, on aura plutôt besoin d'une rapidité de calcul que d'aller voir ce qui se passe paroi par paroi. Donc, on a décidé de bloquer ici le schéma à ce niveau-là. Ça n'empêche pas, dans le détail d'un module, de faire le découpage que l'on souhaite, de prendre du paroi par paroi, ou dans la génération de mettre à part la partie contrôle pour avoir plein de déclinaisons de modules où je change seulement le contrôleur. Mais de base, dans le schéma, pour la plupart des cas, on va s'arrêter à ce niveau-là. Vous noterez aussi qu'il manque un certain nombre d'éléments à ce stade dans ce schéma. Donc c'est une version en cours, mais lors de la mise en œuvre réelle de Colibri, il faudra ajouter certaines choses. Par exemple, on ne voit pas ici la production d'énergie. Le photovoltaïque, il n'apparaît pas encore sur ce schéma-là, et il sera nécessaire de l'ajouter, donc c'est bien prévu. J'y reviendrai aussi un petit peu plus tard. Donc voilà un peu pour la partie prescription technique. On passe au dernier slide sur les prescriptions, sur la partie gouvernance et modèle économique. Enfin, gouvernance. Donc, Rachel, je te laisse la main. Oui, merci. Donc, en effet, le projet Colibri, comme on l'a vu, doit concilier des usages réglementaires, de recherche et des usages opérationnels dans des outils commerciaux. Il doit garantir que les seuils et les algorithmes réglementaires sont bien respectés, tout en laissant une grande liberté sur les modules complémentaires. Il doit également permettre un modèle économique garantissant son bon fonctionnement dans une communauté qui mutualise ses efforts autour d'un socle commun et en évitant l'écueil de la division des projets, le fork, qui est la création de branches indépendantes qui ne contribueraient plus à Colibri. Il doit permettre également de garantir l'authenticité du code source et des binaires livrés dans la réutilisation au sein d'outils tierces. Et les enjeux de gouvernance, comme vous l'aurez compris, sont donc forts et complexes. L'approche modulaire proposée permet de répondre aux enjeux soulevés par la communauté et d'affiner des gouvernances différentes selon les différentes briques d'architecture. Ainsi, le module permettant l'application des seuils réglementaires, la certification de la conformité du code devra répondre à une gouvernance pilotée par l'État, mais cette gouvernance devra rester ouverte aux contributions sous contrôle du comité stratégique.
Ce module devrait préférentiellement être dans une licence permissive et sa gouvernance largement pilotée par un comité stratégique et d'experts techniques garant de la stabilité, de la performance et de l'extensibilité du module de calcul. Pour maximiser la réutilisation de l'ensemble des modules tout en stabilisant le modèle économique, il est possible de prévoir une diffusion en double licence, la licence copyleft étant dédiée aux usages publics non commerciaux ou à l'intégration dans des outils eux-mêmes open source. Une licence propriétaire permettrait quant à elle à des éditeurs de logiciels propriétaires d'intégrer le moteur de calcul dans leurs outils au prix d'une licence ou d'une redevance d'usage. Et le choix sera donc un compromis entre complexité technique, choix de financement et volonté politique de libre réutilisation plus ou moins forte. Mais il est important également de souligner dans ce cahier des prescriptions qu'un projet logiciel ne repose pas uniquement sur des efforts techniques, c'est aussi et peut-être avant tout le fruit de discussions et de relations humaines de confiance. Donc il faut communiquer largement sur les travaux en place, proposer des événements, des conférences, des journées utilisateurs et organiser des rencontres de la communauté régulièrement. Communauté de développeurs et de contributeurs pour que le projet à la fois prenne vie et se poursuive dans le temps. Cette communauté nécessite des infrastructures, à commencer par une force de discussion autour du code et de la feuille de route, type GitHub ou GitLab. Et le choix de la plateforme en soi sera un choix de souveraineté qui sera à discuter. Sur les autres types d'infrastructures, on peut imaginer un espace d'échange de type forum ou mailing list, des espaces et des canaux de discussion instantanés, une newsletter, un site web qui reflèterait la vie du projet et qui permettrait de diffuser les actualités, les articles de fond. La communauté nécessiterait également des ressources économiques, dont du temps homme, pour à la fois alimenter la communication sur le site, sur les réseaux, dans la newsletter, faire vivre la communauté, financer le temps de revue de code ou de contenu des propositions, assurer le travail de fond de publication des différentes versions, mettre en coordination l'avancement des modules et de leur communauté de développement, offrir une interface entre les législateurs, les développeurs, les réutilisateurs, qu'ils soient publics ou privés, et valider une feuille de route produit qui soit viable. Alors bien sûr, il faut considérer la mobilisation de ces ressources avant tout comme un investissement, puisque plus on consacre du budget à l'animation de la communauté, plus on passe de temps à alimenter le code. Et pour que tout cela fonctionne et pour favoriser les contributions, les critères de réussite devront être régulièrement passés en revue, comme par exemple avoir un code, une architecture logicielle et un dépôt de code clair, intuitif, documenté, propre et neutre, et être ouvert et bienveillant aux contributions externes, favoriser des tickets, des commentaires, des échanges, pour débattre de choix de développement, signaler des anomalies ou des potentielles améliorations, puisque tout le monde aura accès au code et pourra proposer des améliorations, des évolutions. Pardon, j'ai coupé le micro. On repasse à la partie questions. Donc, il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat entre-temps. Alors déjà, il y avait une première remarque lorsque tu as présenté l'architecture logicielle sur le fait que ça ressemblait beaucoup au logiciel de simulation Terrain 6. Donc, tu as déjà un peu répondu tout à l'heure. L'idée, c'est en effet avoir un Terrain 6, un intermédiaire entre quelque chose de très figé et donc très simple à comprendre et à utiliser, et quelque chose où on peut tout faire comme Terrain 6. Et l'idée, c'est qu'on est un peu dans cet intermédiaire-là avec Colibri, c'est-à-dire les liens sont figés en quelque sorte, même si le schéma pourra évoluer, mais les liens sont figés et ça permet de facilement se concentrer que sur les modules, mais on n'a pas besoin de s'embêter à comprendre les fonctionnements, les branchements et les interactions entre modules. Alors que sur Terrain 6, on a besoin de comprendre ça si on veut faire un modèle. Ensuite, une question sur la modularité. Est-ce que vous prévoyez une mise à disposition progressive de l'outil, les modules étant mis à disposition progressivement à mesure qu'ils sont mis au point? Alors, dans l'idée, ce sera ça. On reviendra en conclusion sur le fait qu'il y aura forcément une initialisation, c'est-à-dire qu'une première version du moteur, c'est-à-dire il faut qu'il existe un module par interface de module, et ça sera peut-être à ce moment-là que le moteur sera ensuite vraiment
proposés, et ensuite tout à chacun pourra proposer ses modules, et comme on le disait, il y aura enfin, ce qu'on imagine, c'est qu'il y ait des validations, donc, mais les modules libres, a priori, il n'y a pas forcément de frein, si ce n'est une vérification de code pour vérifier que le module est, en termes de sécurité et en termes de qualité de code, un minimum bon, pour pouvoir rejoindre on va dire, la bibliothèque de modules proposés. Mais l'idée, c'est qu'après, chacun puisse contribuer et proposer ses modules, et donc ça sera par nature progressif. Ouais. Alors après, sur la description du modèle de données, sur le fait de rattacher forcément des objets à une paroi, ça posait des questions sur le fait comment on gère les gaines techniques ou les colonnes, et puis après une autre question sur comment on gère les Ouais. faux plafonds, les faux planchers. Ouais. Il y a plusieurs façons de faire, justement, grâce à ce découpage. On peut faire... donc un objet est toujours attaché à une boundary. Par contre, via le space qu'il a, il va avoir une influence sur le mur d'en face, par exemple. Donc, soit si je peux faire une gaine même très fine, je peux faire deux boundaries, mettre des tuyaux dedans et voir ce qui se passe, en portant la physique. Soit je peux quand même, si j'ai un plancher chauffant, par exemple, dire que c'est rattaché à cette boundary, et j'ai un Z qui me fait dire que c'est à l'intérieur de mon plancher. Donc comme ça, je peux faire des calculs assez fins sur l'épaisseur de ma boundary. Pareil, les tuyaux, de manière générale, je n'ai pas pu vous le présenter là, parce que c'est un peu plus complexe, mais les tuyaux, ils sont aussi rattachés à des murs ou dans des murs ou à côté de murs, et on peut soit aller à un niveau BIM avancé où je découpe vraiment en tuyaux, comme dans la vraie vie, qui vont être sertis pour dire ce bout-là est sur tel mur, ce bout-là est sur tel mur, parce que je ne sais pas, je vais faire des calculs d'hygrométrie proches, ou je peux ne pas m'embêter et le rattacher à un des murs de mon space, juste pour dire que ce passage de tuyau a des perditions thermiques, par exemple, dans ma pièce. Donc en fait, l'avantage de cette description très générique, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire certains choix, là, comme vous dites. On peut très bien modéliser un plancher comme un space avec de boundaries, ou comme un mur avec un émetteur dedans, par exemple. Mais en tout cas, on peut à peu près tout faire, en fait, parce qu'on est très proche de, si vous visitiez la description que vous avez du bâtiment. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère. Ensuite, il y avait une question sur pourriez-vous préciser comment le schéma de calcul Colibri est en adéquation avec l'ISO 52000? Donc ça, on y revient juste après. On a une bonne transition. Alors, bon, pour la transition avec les moteurs actuels, a priori, on va parler au nom de la DHUP, mais Colibri en effet destiné à pouvoir équiper les réglementations futures, mais donc ça sera avec des nouveaux modèles. Il n'y a pas l'idée aujourd'hui d'être en R2020 et d'un coup switcher du moteur actuel à un moteur Colibri. Ça changerait trop de choses. Donc c'est plutôt à l'occasion d'une refonte d'une réglementation, on profiterait pour passer sur des nouveaux moteurs. Mais sur la mise en œuvre et l'articulation avec le réglementaire, on y reviendra à la fin. Ouais. De la HUP. Ok, j'ai pas d'autres questions dans le chat. Du coup, on peut passer peut-être à la dernière partie, à savoir l'adéquation des prescriptions techniques qu'on vient de vous faire, en quoi elles répondent, si tu veux passer, en quoi elles répondent aux enjeux qui avaient été remontés dans le cahier des charges. Est-ce que le cahier des charges est bien couvert avec ce qu'on vous propose là? Donc, le cahier des charges, il y avait plusieurs éléments à vérifier. Je veux le pointeur ou pas? Non, c'est pas indispensable. Mais je peux mettre la souris. Je pense que vous voyez la souris. Voilà. La souris, merci. Donc, le respect, pour vérifier le respect du cahier des charges, donc on avait un certain nombre de rubriques qui étaient remontées qui est dans le cahier des charges. Donc, est-ce qu'on couvre bien le périmètre thématique, les fonctionnalités? Et donc, pour répondre à ça, en commençant par les thématiques, le schéma qu'on vous a présenté tout à l'heure sur le périmètre Colibri et comment on découpe, il permet un peu de répondre à cette question-là. On voit que toute la partie dynamique en haut sur l'aérolique, la thermique, les systèmes énergétiques, permet de couvrir déjà un certain nombre de thématiques, à savoir l'énergétique, le confort, l'adaptation au changement climatique, l'autoconsommation, les calculs d'éclairage, d'humidité, de qualité de l'air intérieur. Modulo ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc par exemple, il n'y a pas encore dans ce schéma, et il faudra le faire, la production énergétique type photovoltaïque. Donc, si on veut faire des calculs d'autoconsommation, nécessairement, il faudra bien l'ajouter à un moment. Donc ça, c'est bien quelque chose à prévoir dans la mise en œuvre réelle
Colibri. Et puis après, on peut aussi, pour toutes les thématiques un peu statiques, en fait, on peut les ajouter à volonté. Donc, c'est le cas pour l'analyse de cycle de vie, l'économie circulaire, les calculs de biodiversité, qui sont un calcul statique, qui éventuellement vont récupérer des informations qui ont été calculées dans la partie dynamique. Ça, on peut en ajouter autant qu'on veut. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est un module simple, ça peut être un module très complexe qui demande, en l'occurrence, pour l'économie Ou plusieurs modules, mais ils sont plusieurs indépendants modules. du reste. Ouais. Mais ils sont indépendants et on n'a pas besoin, à ce stade dans notre définition technique, de fixer des entrées-sorties. Donc on pourra les ajouter, en ajouter d'autres, même potentiellement a posteriori, si on ne les a pas bien identifiés maintenant. Donc voilà, donc le socle thématique, il est couvert dans ce schéma. Un corollaire, c'est que comme le socle thématique était beaucoup en adéquation avec les groupes de travail de CAP 2030, en fait, on couvre aussi toutes les thématiques de CAP 2030. Alors, il y a un groupe de travail sur le low-tech qui n'apparaît pas dans notre liste de thématiques, comme il est transversal, mais en l'occurrence, il va bien pouvoir être pris au travers des autres thématiques qui sont couvertes dans ce schéma-là. Ensuite, donc sur l'adéquation de nos prescriptions techniques avec les normes et les directives européennes. Donc ça rejoint la question qui était posée juste avant sur en quoi le schéma de calcul est compatible avec les directives et normes. Alors ce que vous avez en rouge là dans les petites bulles bleues, ce sont les normes qui relèvent de la directive, donc c'est-à-dire d'application obligatoire. Et ce que vous avez en bleu, donc ce sont les modules les modules, en l'occurrence, selon le découpage des normes européennes, donc les normes européennes qui peuvent correspondre à l'un ou l'autre des modules au sens Colibri. Donc en fait, on a fait cet exercice de recaler chaque norme en fonction de notre découpage et un peu sans surprise, parce qu'on s'était aussi basé sur ce découpage-là pour créer notre propre schéma, on a une très bonne adéquation entre les deux. Et en l'occurrence, pour la série des ISO 52000, on retrouve bien le découpage qui était prévu dans la norme. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais en réalité, les normes qui correspondent à la directive, on les retrouve pour le modèle thermique, par exemple l'ISO 52016-1, on retrouve bien un module et on pourrait décider de dire il y a une version de Colibri où je choisis un module qui est directement l'application du modèle qui est dans la norme. Pareil pour les normes d'application non obligatoire, la série des 15316, donc les systèmes énergétiques, je peux décider très bien d'avoir un module de générateur tel qu'il est décrit dans les normes européennes, qui vient se brancher directement dans notre interface de module Colibri, parce qu'en fait, on a les mêmes entrées-sorties et on retrouve bien ce qu'il faut pour faire fonctionner comme ça. Donc, on se met en capacité d'avoir un ensemble de briques qui correspondent parfaitement aux normes pour ces éléments-là. Ce qui ne veut pas dire que tous les modules doivent nécessairement respecter les normes. On peut aussi avoir un ensemble de modules qu'on va venir brancher qui n'ont rien à voir avec les méthodes normatives, mais en tout cas, on est en capacité d'avoir une instance où on va brancher ce que l'on souhaite et qui correspondrait aux normes et directives européennes. Ensuite, le cahier des charges avait remonté un certain nombre de fonctionnalités et de cas d'usage associés. Donc, l'idée, c'est qu'on a repris le cahier des charges sous une lecture cas d'usage. Donc, le fait d'avoir un cas d'usage donné et d'avoir mis en face les fonctionnalités, on peut vérifier aussi qu'on a bien pris en compte, en fait, pour chaque cas d'usage, les éléments qui étaient demandés par les acteurs dans le cahier des charges et qu'on est en capacité de les répondre avec nos prescriptions techniques. Ici, ce que je vais vous présenter, c'est un peu sommaire, c'est un tableau récapitulatif, mais en réalité, dans le livrable, il y a beaucoup plus de détails, à la fois un peu sur la description des cas d'usage et sur les fonctionnalités et comment nos choix techniques permettent d'y répondre. Mais là, simplement pour prendre un exemple, donc l'un des cas d'usage qui était remonté dans notre enquête lors de la création du cahier des charges, c'est le cas d'usage qui est relatif à faire de la conception et du dimensionnement avec les outils. Dans ce cas-là, on a un certain nombre de fonctionnalités associées. Par exemple, le fait d'avoir
une saisie facilitée, une récolte de données facile en fait dans le moteur de calcul. Donc typiquement, c'est pouvoir importer des données qui viennent d'autres bibliothèques extérieures, de bases de données, ou de pouvoir récupérer des modélisations qui ont déjà été faites par ailleurs. Donc on en a parlé, typiquement le BIM. Alors il y a beaucoup de choses qui relèvent plutôt de l'interface et du logiciel, pas du moteur de calcul Colibri en tant que tel, donc qui seront à traiter plus tard. Et donc, dans ce cas-là, la réponse est facile, c'est qu'on est en capacité, puisque c'est pas l'objet de Colibri, de à peu près créer une interface qui va répondre à ce point-là. Par contre, dès la phase moteur, il a fallu qu'on réfléchisse à ce que ça impliquait pour nous. Et typiquement, le fait d'avoir un modèle de données qui est plutôt compatible BIM, comme l'a présenté Emilien tout à l'heure, ça, c'est bien pris en compte. Le fait d'avoir des résultats proches du réel, donc ça, c'est deux choses. D'une part, c'est avoir un modèle qui est fiable. Donc là, en l'occurrence, comme on peut brancher les modules que l'on souhaite, on peut avoir le niveau de précision que l'on souhaite. Et par ailleurs, c'est aussi avoir un modèle extrêmement paramétrable. Dans ce contexte de conception et de dimensionnement, il faut qu'on puisse remonter à l'occupation réelle, à la météo que l'on souhaite, selon ce que l'on souhaite faire. Et donc, de rentrer en entrée absolument ce que l'on veut sans blocage. Et donc ça, c'est aussi également possible. Alors, l'une des réponses, c'est par exemple, dans le modèle de données d'entrée qu'a présenté Emilien tout à l'heure, dès lors qu'on choisit un module spécifique, on ajoute des paramètres dans le modèle de données d'entrée. Et donc, on peut choisir tout à fait les modules que l'on souhaite qui ajoutent autant de paramètres dont on a besoin pour s'approcher du réel. Le fait d'avoir une aide à la décision, ça c'est par exemple, c'est justement le fait de prendre en compte plein de thématiques dans le moteur de calcul. Ça permet d'avoir aussi une vision multicritère et donc pour le modélisateur de choisir les critères qui l'intéressent et de faire sa pondération éventuellement, ou en tout cas de présenter les options possibles en sortie de calcul. Alors une des autres fonctionnalités qui était demandée dans ce contexte de conception, c'est le fait de pouvoir faire à la fois du calcul réglementaire et de la conception. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait une proposition, une solution de conception, je peux facilement faire une conversion vers le calcul réglementaire. Et donc, ça, c'est aussi possible dans la mesure où on peut très bien prendre un module réglementaire, juste ouvrir ses champs au maximum pour avoir un module de conception. Et donc, si vous faites la conception sur ce type de module-là, en fait, la conversion, elle sera très simple de l'un à l'autre. Le plus, peu le moins. Voilà, donc on peut tout à fait ouvrir les données sur l'occupation, mettre les données d'occupation que l'on souhaite en conception, et puis au moment du calcul réglementaire, juste on ferme ce champ-là, le calcul se fait avec le scénario conventionnel, par exemple. Et enfin, le fait d'avoir un calcul rapide, alors ça on en a aussi parlé, je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais sur le fait d'avoir une brique modèle thermique qui permet d'être efficace. Et puis alors pour le coup, sur la preuve de concept, on a aussi fait des tests sur le fait qu'on pouvait facilement, avec notre découpage, quand même avoir des temps de calcul rapides. Ouais, sur la partie prototype, qui ne sera pas livrée, mais oui, avec les vrais modèles très très fins, multicouches, multizones. Voilà. Donc je ne vais pas passer en revue tous les cas d'usage que l'on a listés ici. Ils sont détaillés dans le livrable que l'on vous enverra par la suite. Donc pour chacun, en fait, on a pu vérifier que les fonctionnalités respectées. Et puis, si vous reprenez la liste des fonctionnalités sur lesquelles on vous avait interrogé au moment de l'enquête en ligne, on a pris le soin de vérifier que ces fonctionnalités, on était bien en capacité de les répondre avec nos choix techniques, que ce soit directement dans le moteur ou que on reporte à plus tard lorsque ce sera le moment de l'intégration dans les logiciels. En tout cas, on est en capacité de les intégrer. Voilà pour cette partie adéquation de ces prescriptions techniques avec le cahier des charges. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder en parallèle s'il y avait des questions. Il y a une question. Ah non, il y a plus de questions. Alors déjà, il y avait sur la biodiversité. Oui, comment on évalue la biodiversité alors qu'on est à l'échelle du bâtiment? Et en fait, on est à l'échelle de la parcelle, on ne vous l'a pas présenté, mais c'est vrai que dans le modèle de données, il y a une partie parcelle qui n'a pas été très développée. Mais on raisonnera à l'échelle de la parcelle. Et ensuite, quand on parlait d'indicateur biodiversité, ça ne veut pas dire que c'est la biodiversité sur votre parcelle. C'est l'impact de votre bâtiment sur la biodiversité, de la même façon que historiquement, calculer l'énergie
Et après, on a dit, c'est un impact carbone, les énergies qu'on consomme. De la même façon, les émissions carbone que vous allez avoir, les consommations de ressources que vous allez avoir, etc., peuvent avoir un impact global sur la biodiversité. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir calculer aussi des indicateurs nouveaux qui sont la biodiversité, et pas forcément juste modéliser combien vous aurez de grenouilles sur votre parcelle, qui pourra peut-être être modélisé via la partie parcelle, hein, mais l'idée, c'est d'aller quand même au-delà, de pouvoir avoir des indicateurs globaux aussi, de l'impact de votre bâtiment sur le monde. Alors ensuite, il y a une question sur les bacs, donc sur la régulation de gestion technique du bâtiment, qui est que il y a une nouvelle norme donc dans la nouvelle DPEB qui a été prise en compte et donc qui permet de prendre en compte à part les systèmes de gestion. Or ici, dans le découpage qu'on a proposé, effectivement, la gestion n'est pas à part. En réalité, la question s'est posée pour nous de est-ce que dans le découpage, on met effectivement tous les contrôles à part systématiquement. En fait, à la fois, la première réponse, c'est que on peut quand même le faire au sein d'un module, de dire on découpe à chaque fois la partie BAX, ce qui permet d'être en capacité de répondre à cette norme-là. Mais dans le cas général où j'ai des modules libres qui n'ont pas forcément besoin de traiter à part cette partie contrôle, on risque d'ajouter un degré de contrainte qu'on va mettre, on va obliger tout le monde à respecter, c'est-à-dire être obligé de traiter à part le contrôle et pas le mettre dedans, alors que quelqu'un pourrait avoir envie de absolument pas regarder j'en sais rien, quelqu'un qui ne regarde absolument pas le générateur pourrait avoir envie de donner un rendement global sans regarder cette partie-là. Et inversement, on pourrait vouloir modéliser en vrai les BAX, parce que la 52120, c'est juste une table de vous gagnez 30% si vous avez ça, ça, ça. Et c'est vrai que Colibri ambitionne plutôt de s'approcher des modèles européens ou pas, mais physiques, d'essayer de s'appuyer sur la simulation pour sortir ça, plutôt que sur des post-traitements. Mais théoriquement, il serait aussi possible de réussir à rentrer l'approche 52120 quand même dans ce schéma-là, puisque ce que fige Colibri, c'est juste des sorties, donc à la fin, quelle énergie fournie, etc. À l'intérieur, vous pouvez très bien dire, vu que je suis la 52120, j'applique 30% sur les besoins qui sortent ou les consos, etc. Donc voilà, mais Colibri, en effet, on vise plutôt essayer de s'approcher de modèles dynamiques sur toutes les parties énergétiques et systèmes, et donc de ne pas forcément faire la 52120. C'est là où on rejoint la discussion qu'il y a eu sur les normes européennes, sur à quel point on fait un moteur qui est 100% européen ou pas d'entrée de jeu. Et ben, il y aura forcément des discussions comme ça, on se dira il y a des normes, on pense qu'on peut faire mieux, ou en tout cas on veut être plus fin, on veut valoriser plus de choses à l'échelle nationale, mais rien n'empêche de créer la déclinaison 100% 52 000 de Colibri, c'est aussi tout à fait possible. Parce qu'encore une fois, c'est pas, on peut réussir à intégrer à 52 120, c'est juste que ce ne sera pas un bloc tout seul à part. Voilà. Ensuite, pour voir les bureaux de contrôle pourraient-ils être ajoutés aux acteurs? Je suppose que c'était sur le slide des cas d'usage. Alors, je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, oui, il me semble bien les avoir pris en compte sur le cas d'usage des vérifications. Et sinon, je vérifierai que ça y soit bien. Ensuite, les modules réglementaires seront-ils bien open source et en libre consultation par tout le monde? Ouais, c'était l'un des enjeux qui était remonté du cahier des charges, c'est que le code soit transparent. Et que tout le monde puisse y accéder et le voir. Et effectivement, c'est bien ce qui est prévu, c'est que même si tout le monde, évidemment, même s'il y a seulement la DHUP qui aura au final voix au chapitre pour décider quel module sera réglementaire, tout le monde peut consulter le code et c'est l'intérêt d'éviter d'avoir en parallèle une méthode papier et un code qui sont pas forcément linéaires, qui sont durs. Et c'était vraiment, ça faisait partie des constats du cahier des charges des besoins, de dire aussi avoir un code transparent aide, parce qu'aujourd'hui les gens vont quand même faire leurs tests, ils vont dire il y a un problème sur mes stores et envoyer des mails à la DHUP, au CSTB ou autre. D'avoir un code, ça peut permettre d'optimiser un peu ce processus en disant je pense qu'il y a un problème et je pense qu'il est là. Ce sera la DHUP qui tranchera dans tous les cas, mais ça permet d'être beaucoup plus transparent et donc pour chacun de soit enlever des fantasmes ou soit aider à corriger finalement et améliorer la qualité du. Sachant que c'était effectivement donc une demande forte et il y a déjà des gens qui font des tests en réalité sur le moteur, mais un peu à l'aveugle avec en faisant varier des plans d'expérience, en faisant varier les entrées-sorties, alors qu'en réalité, un simple aperçu du code leur permettrait de voir ce qu'ils souhaitent, et comment ça peut évoluer avec les formules. Il y a une main levée, donc de nouveau Bruno, si tu veux prendre la parole.
Ok, oui, bah, écoutez, j'ai suivi tout ça avec beaucoup d'intérêt. C'est beaucoup les questions que je me pose, sur lesquelles on travaille à BBS depuis 5-6 ans, d'arriver à faire ce modèle unifié. Alors, moins d'ambition d'un côté, puisque c'est un code propriétaire, donc on ne cherche pas à le rendre modulable. D'un autre côté, un peu d'avance, puisque on en a fait un véritable logiciel. Et donc, forcément, au point où vous en êtes, il y a encore une certaine naïveté sur les difficultés qu'on va rencontrer. Bon, il y a des choix tout à fait intéressants, la paroi. Alors, moi, je n'ai pas fait celui-là, je travaille plutôt au niveau du local, mais après, la nécessité potentielle de descendre à des niveaux de granularité fins, par exemple, passer de la menuiserie dont on trouve les caractéristiques, y compris RT 2012, dans la base de données d'Ibatec, au calcul qu'on a intégré dans le logiciel à partir des parois isolantes des cadres, ou le calcul jusqu'au bout en ayant les différentes couches de verre, les données par bande de fréquence et le calcul qui va bien avec. De la même façon pour les ponts thermiques, prendre les données dans les règles THBAT ou aller les calculer par des méthodes éléments finis. Donc descendre dans les modules. Alors la question que je me pose, intéressante, c'est tout un tas de problèmes sur lesquels on s'est penché, qu'on a résolu, sur lesquels on a apporté des solutions. Dans un langage qui n'est pas le bon langage, et sur un travail qui représente, on va dire, en utilisant le travail d'avant, 6-7 ans pour une équipe de 4-5 personnes. Voilà. Alors, comment pourrait être intégré ce travail-là dans une base commune, puisque pendant un certain temps, il n'y aurait évidemment aucun intérêt commercial. Donc, pour que ce qu'on a fait puisse être apporté, faudrait, ce qui nécessiterait encore beaucoup de travail, de langage, etc., il faut pouvoir y apporter une certaine forme de financement. Sinon, ça serait un peu comme souvent le résultat d'une thèse qui est un joli travail, mais qui finalement ne sera repris par personne. Ouais. Voilà, donc bravo quand même pour sur ce qui a été fait et une première réflexion comme ça, en ayant juste écouté ce qui vient d'être dit, sur comment les choses pourraient continuer. Alors, Bruno, déjà, c'est vrai que nous, notre ambition n'est pas d'avoir le modèle universel unique, comme on a dit, puisque par définition, sur le choix de tes modules, les paramètres vont bouger, les objets, par exemple, si tu veux descendre au niveau de la menuiserie ou autre, ça va créer des nouveaux objets par définition. Donc ça va bouger. Par contre, ce qui était commun, c'était l'idée de dire on a une certaine représentation structure qui va donc faciliter les conversions d'un jeu de données à un autre. Si jamais j'avais fait une description plus simple de mon bâtiment, mais je passe sur un modèle plus avancé, je n'aurais pas tout à refaire. J'aurais juste à changer les paramètres quand je suis passé du U à du couche à couche, par exemple. Ensuite, sur le fait que vous ayez développé plein de modèles et plein de choses, et que ça serait intéressant en effet de les reverser, mais en vous y retrouvant, on a eu les mêmes questions et les mêmes discussions avec Isuba, par exemple, qui est aussi des modèles, ne serait-ce que même des briques de modules de calcul, tu parlais d'éléments finis, et ben, c'est ce qui a été esquissé à un moment donné dans la présentation. On n'interdit pas des modules propriétaires pour que vous puissiez bénéficier, enfin ce qui a été envisagé, c'était ça, c'est de dire il peut y avoir des modules qui peuvent être vendus et pas donnés gratuitement, alors que vous avez travaillé 7 ans dessus, et qui vont juste compléter, et ils sont vendus, et quelqu'un comme ça qui a l'écosystème Colibri et veut récupérer un module thermique qui l'intéresse particulièrement venant de BBS, ou une façon de faire, et ben, il peut vous l'acheter, et ce qu'on disait avec une partie royalties, exactement comme un fonctionnement de store d'application, une partie qui sert à financer l'écosystème de Colibri. Donc ça peut être des façons envisagées de le faire.
L'autre façon envisagée, ça fait la transition avec la question de Franck et un peu ce que je disais pour la suite, c'est on va devoir, je vais passer sur la suite et on verra, où on se situe aujourd'hui. Cible n'avait pas pour ambition d'arriver avec le code fini. C'était pas possible, pas ses moyens. Cependant, dans Cible, on a quand même beaucoup avancé sur l'architecture qu'on vous a présentée, c'est-à-dire qui permet demain de facilement créer des schémas, donc des interfaces de modules connectés entre elles. Et ensuite, maintenant, il n'y a plus qu'à coder plein de modules. Donc, comme on l'a dit, par rapport à du TRN6 et autres, tout l'intérêt de Colibri de dire je fixe un schéma pour pouvoir me concentrer sur les modules, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait encore un peu de travail pour que le schéma il soit le plus intelligent possible. C'est ce qu'a fait Baptiste, ce qui vous a présenté Baptiste, c'est qu'à des moments, on avait passé à des choses très fines, on s'est dit ça intéresse personne, ça va être compliqué dès qu'on veut bouger des choses, à des choses trop grosses pour que ça ait un intérêt vraiment et que notre truc n'est pas si modulaire. Si c'est que 2 gros blocs, c'est pas un moteur modulaire, c'est faussement modulaire. Et croisé avec les contraintes européennes, on s'est dit il faut aussi regarder le schéma européen pour qu'on puisse comme demain mettre nos normes dessus. Donc par exemple, le choix de faire un module thermique un peu plus gros vient aussi de ça. Dans les normes européennes, c'est un bloc. Et de toute façon, les murs ont tous besoin de se connaître, etc. On ne peut pas faire des calculs tout seul dans son coin. Donc il y aura du travail là-dessus, de finir l'architecture, de sortir le schéma qui est le plus intelligent. Il pourra évoluer, il y aura des versions, mais l'idée du schéma, c'est qu'il ne bouge par définition très peu pour qu'on puisse accumuler des modules. Et le gros du travail, c'est ce qui est la tâche 3 donc du projet qui est entre le T0 et le T1. C'est un projet, le projet qu'on a appelé Colibri, c'est censé être la suite de Cible. Et donc, l'essentiel de ce projet-là viendra à développer les modules à mettre dans notre schéma pour avoir à la fin un vrai moteur. Et donc avoir au moins une première version de chaque module qui sera sans doute portée par des travaux réglementaires en premier, sans doute, et qui initialiseront finalement ce moteur. Et à partir de là, l'idée, c'est, par la mise à disposition, que tout à chacun puisse proposer des modules alternatifs, créer des nouveaux modules et s'emparer du moteur avec tout le modèle économique qu'on a esquissé là et qui reste à affiner et à travailler, d'où la tâche 2 qui est là-dessus. Et on imagine, selon nous on a chiffré ça, mais on imagine que par rapport aux besoins de financement pour une première version, donc c'est-à-dire un module dans chaque case avec un schéma, il faudrait 2 à 3 ans selon la capacité à mobiliser, à trouver des financements et donc des personnes pour travailler dessus. Et donc voilà, il est probable que les premiers développements du moteur Colibri soient plutôt alimentés et poussés par la nécessité de préparer les méthodes de calcul réglementaires de demain. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas sortir tout de suite, à mon avis, en open source parce qu'il faut qu'on ait un minimum de choses, comme je dis, la première version. Mais une fois qu'on aura avancé cette première version, l'idée, c'est donc en effet que ça passe en open source et que là, tout à chacun puisse vraiment contribuer. On espère que vous serez nombreux à contribuer à pouvoir faire créer cet écosystème et que Colibri ne soit donc pas un moteur juste réglementaire, mais qui soit la base pour fabriquer des applications de conception non réglementaire, de recherche avancée pour les industriels, etc. Et je vais peut-être laisser le mot de la fin, en tout cas sur ce sujet-là, à la DHUP. Je crois qu'il y a Madeleine qui est avec nous, peut-être sur sa Oui, vision aussi de la suite. bonjour, vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Parfait. Du coup, Madeleine de la DHUP, déjà merci pour cette présentation et félicitations aussi pour tout le travail que vous avez porté ces dernières années, à la fois sur le plan technique, économique et aussi sur les aspects de gouvernance. On souhaite aussi remercier tous les acteurs de la construction qui ont joué le jeu et qui ont participé du coup à la construction du cahier des prescriptions. Nous, côté DHUP, donc on a bien intégré les conclusions du projet cible. Ça fera partie de nos éléments de réflexion quant au prochain calcul, prochain moteur de calcul réglementaire. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. On en parlera sans doute encore et les conclusions sont bien assimilées de notre côté pour la suite.
Merci. Donc, voilà, maintenant on passe dans l'étape clé, hein, qui est de faire après toutes les prescriptions. Donc, comme l'a dit Madeleine, ça va avancer dans les prochains mois, on espère, pour pouvoir voir Colibri voir le jour et que vous puissiez plus largement tous y contribuer. Et on a terminé pour ce webinaire. On a encore un peu de temps s'il y a des questions. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir écouté pendant presque 2 heures nos, nos échanges. Alors, on a quand même, il y aura beaucoup plus de détails dans le livrable, évidemment, si vous voulez approfondir les sujets. On a essayé de rester un peu pédagogique, hein, sur certains points techniques aussi. Donc, ça sera l'occasion pour vous de vous en parler et puis de vous, si jamais cela vous intéresse. Encore une fois, on va sans doute commencer par des travaux réglementaires en lien avec la DHUP et leurs besoins. Mais l'idée, c'est qu'après, on puisse identifier un peu un début de communauté et de gens qui sont prêts à aussi contribuer à cet écosystème Colibri. Peut-être sur la mise à disposition du livrable. Donc, à la suite de ce webinaire, là, on le diffusera, enfin, côté Alliance Afflueux, il y aura une diffusion donc, de l'enregistrement de la réunion, de la présentation, et dans la foulée, donc dans les prochains jours, une diffusion du livrable dont on vous parle. C'est aussi de l'ADEME. Du cahier des prescriptions. Très bien. Si je ne vois pas d'autres questions. Merci pour votre participation. Et donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Bonne journée à toutes et tous. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.